Que vous adhériez ou non à ce qui va suivre n'est pas important. Une chose est certaine, vous ne verrez plus les conflits de la même manière. J'ai essayé de résumer quelques documentaires et livres dont les titres seront donnés vers la fin. Je vous demande ainsi de les lire ou les regarder avant de critiquer mon travail. Je vous demande de laisser vos sentiments de côté. L'idéologie ne doit pas se substituer aux faits. Bossuet disait à ce sujet que le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non telles qu'elles sont. Quand les personnes se rendent compte qu'elles ont fait une erreur de jugement, l'orgueil en prend un coup, on se rebelle et nos sentiments reprennent le dessus. C'est normal, on est tous des humains. La transition est toujours douloureuse. Je terminerai par ceci. Mes parents me disaient toujours « Juge avec la tête et non avec ton cœur ». Avant de commencer, je voudrais rappeler les 5 propagandes de guerre présentées par Michel Collomb, qui est journaliste belge, et la charte de l'ONU. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et je pensais qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc, il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts. Et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Moi je vais vous dire quelque chose, j'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par exemple pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour... Moi, j'ai la confidence du Premier ministre israélien, qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques,
c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant « j'ai la preuve sur les armes chimiques » et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit « les services secrets m'ont dit que c'est Bachar », il n'y a aucun journaliste pour dire « oui, mais les preuves un peu sérieuses, s'il vous plaît ». Et donc, quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Je rappelle que la charte de l'ONU prévoit que tous les conflits doivent être négociés. On n'a pas le droit de faire la guerre. C'est strictement interdit par la charte de l'ONU depuis 1945. Suite aux attentats du 11 septembre, rappelant que 15 des 19 terroristes étaient saoudiens, le président Bush déclara la guerre à l'Afghanistan, grâce à ses experts. Non, pas eux, plutôt ceux-là. Pour convaincre le monde entier de la menace irakienne, il fit appel aux meilleurs experts de son équipe. Vous croyez? Moving not just documents and hard drives, but weapons of mass destruction to keep them from being found. Dans la salle mythique du Cercle des Nations, le show peut commencer. Powell, prévenant, dit à l'assistance que certains détails vont être difficiles à comprendre. The photos that I am about to show you are sometimes hard for the average person to interpret. Hard for me. Toute la diabolisation de l'Irak est là. Powell accuse Saddam d'avoir transformé en arme de guerre à peu près toutes les maladies de la planète. Causing diseases such as gas gangrene, plague, typhus, tetanus, cholera, camelpox, and hemorrhagic fever. Second, when Iraq finally... Alors imaginez la scène d'un crime où l'on falsifie les pièces pour condamner une autre personne. Aucun de ces protagonistes n'a été poursuivi en justice pour falsification et pour crimes de guerre, car ils sont responsables de plusieurs milliers de morts.
Pour ceux qui pensent que l'agression contre ces pays était juste une coïncidence, je vous propose de regarder les révélations d'un ex-général, Wesley Clark. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book, and he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really. And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position in the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. Et vous avez la carte du AFJ, c'est le journal des forces armées, publié en septembre 2006, où il montre le redécoupage du Moyen-Orient. Je vous propose des extraits de quelques documentaires qui traitent un petit peu des enjeux économiques, de la propagande et des mensonges pour justifier certaines guerres. Dirty Wars, le documentaire sur les guerres sales de la Maison-Blanche contre le terrorisme à travers le globe, est enfin à l'affiche en Europe. Le film du journaliste Jeremy Scahill a fait sensation lors de sa sortie aux États-Unis en juin. Reporter de guerre depuis 10 ans, il emmène le spectateur avec lui de l'Afghanistan au Yémen, en passant par la Somalie. Objectif, inciter le public à s'interroger. Nous terminons le film sur une série de questions qui, selon nous, auraient dû être posées depuis longtemps, particulièrement avec le recul que nous avons, 12 ans après, sur le 11 septembre. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer aux libertés fondamentales au nom de notre sécurité? Quel lien entre le fait d'assurer la sécurité de notre société et garantir ces libertés? Je pense que nous avons atteint un moment critique, particulièrement parce que quelqu'un comme Obama est président des États-Unis. Il a reçu le prix Nobel, il est avocat en droit constitutionnel et il apporte une légitimité à certains des pires aspects du régime Bush-Cheney contre le terrorisme. My fellow citizens, on my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
19 mars 2003. L'Amérique envahit l'Irak. Une guerre qui va faire des dizaines de milliers de morts, attiser les rivalités régionales et ternir le prestige de la dernière superpuissance. Dix ans après, nous sommes allés enquêter sur les événements et les manipulations qui ont permis à l'Amérique de déclencher cette guerre. George Bush choisit comme cible l'Irak, un pays qui possédait les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde. En mai 2003, Paul Bremer fut nommé administrateur américain en Irak. 2 semaines après son arrivée, il déclara le pays ouvert aux affaires. We consider that the coalition had very broad authorities to determine the direction of the Iraqi economy. Rumsfeld décrivit les nouvelles lois irakiennes en matière d'investissement et d'impôts comme les lois les plus avancées et les plus incitatives du monde libre. L'une des premières décisions de Bremer fut de licencier 500 000 fonctionnaires. Ce fut présenté comme une mesure de débahatification, mais le démantèlement de l'État était aussi une mesure typiquement friedmanienne. On promit des aides pour la reconstruction. Our investment in the future of Afghanistan and Iraq is the greatest commitment of its kind since the Marshall Plan. Mais dans la réalité, les choses furent tout à fait différentes. Le plan Marshall avait pour objectif de relancer l'industrie européenne, alors que l'argent de l'aide américaine en Irak est allé dans les poches des compagnies américaines. Quand du travail provenait jusqu'aux Irakiens, c'était tout au bout d'une chaîne de sous-traitants. These days we have 24-hour news. The sound bites never stop, and the wars never stop. Iraq, Afghanistan, Palestine. This film is about the war you don't see. Drawing on my own experience as a war correspondent, it will look mainly at television, concentrating on the most popular channels in America and Britain. The film will ask, what is the role of the media in rapacious wars like Iraq and Afghanistan? Why do many journalists beat the drums of war, regardless of the lies of governments? And how are the crimes of war reported and justified when they're our crime? This is the Pentagon, which spends almost $1 billion a year just on advertising, recruiting, propaganda, the selling of war. There are Pentagon contracts with news organizations in terms of how to manipulate the news. There are Pentagon officials involved in press releases that go to the media in which intelligence is used to manipulate public opinion, which is a violation of the charter of any intelligence organization. Then you have retired generals who serve as press spokesmen for all the networks, and it's never revealed which military-industrial firms they work for. Central to this is the co-opting and spinning of a media regarded as the freest in the world. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion. La France était contre l'invasion de l'Irak. Je pense que le monde entier se rappelle de l'intervention de Dominique de Villepin à l'ONU. Un autre pays était contre cette intervention, la Syrie. Rappelons que ce dernier avait participé à la coalition de 1991 contre l'Irak. Ce refus de la Syrie allait se retourner contre les Syriens, grâce aux sanctions mises en place par les USA. Thierry Messon, consultant politique et fondateur du réseau Voltaire, en parle. Parce que pour moi, la guerre en Syrie
Elle a été décidée le 15 septembre 2001 dans une réunion à Camp David et elle a été officiellement déclarée par les États-Unis lorsque le Congrès des États-Unis a voté le Syria Accountability Act en 2003, une semaine après avoir fait tomber Bagdad. Donc depuis 2003, les États-Unis essayent par tous les moyens d'entrer en guerre contre la Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad a tenu à désamorcer lui-même la crise qui menace les relations entre la Syrie et les États-Unis. Dans une interview publiée par un journal grec, il a souligné que son pays ne considère pas les États-Unis comme son ennemi malgré les nombreux différends. Nous sommes contre l'occupation de l'Irak, contre les actions des forces américaines en Irak, contre la violation des droits de l'homme et bien sûr contre beaucoup d'autres aspects de la politique américaine dans la région, particulièrement en ce qui concerne l'attitude partiale des États-Unis en faveur d'Israël. Mais nous ne considérons pas les États-Unis comme un ennemi de notre pays. J'ouvre une parenthèse concernant la Syrie, Israël et l'Iran. Il faut savoir qu'il y a un contentieux frontalier entre la Syrie et Israël. La Syrie demande le retrait de l'armée israélienne de son territoire occupé, le Golan, en 1967. La plupart des pays du monde, dont l'Iran et la Syrie, appellent à résoudre la situation en Palestine en conformité avec la Charte des Nations Unies et à laisser aux Palestiniens le droit de décider de leur avenir en proposant de tenir un référendum basé sur le droit international auquel participeraient tous les Palestiniens, musulmans et juifs. Pour l'Iran, vous entendez souvent ça. Ahmadinejad, M. Khomeini parle de rayer Israël de la carte. Israël doit savoir que la France n'acceptera jamais que l'on remette en cause la sécurité d'Israël. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant « j'ai l'intention de détruire mon voisin ». Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire « si on a une bombe, on ira taper sur Israël ». Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire, et à coup de bombe atomique, son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Vous voyez pourquoi il faut se méfier de n'en jamais laisser arriver. Bonjour Aliza Bin-Noun, merci d'être avec nous ce matin. Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé hier soir que l'Iran va acheter des Airbus. Les entreprises françaises se précipitent à Téhéran et on s'apprête à recevoir ici à Paris le président iranien en grande pompe. L'ambassadrice d'Israël que vous êtes, est-elle gênée par tant de sollicitude ? Ce que j'ai entendu hier est qu'il ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et ses idées par rapport à Israël sont exactement la destruction de l'État d'Israël. Et ce que nous attendons est que aucun pays dans le monde a réagi. Ça, quand on parle de l'Iran, quand on est conscient de leur soutien par rapport aux organisations radicales au Moyen-Orient, comme le Hezbollah, c'est très, très inquiétant. Alors, il n'a pas appelé précisément à détruire l'État d'Israël. Il ne parle plus de rayer l'Israël de la carte, comme faisait son prédécesseur Ahmadinejad. Il a dit l'État actuel d'Israël n'est pas légitime, donc il ne le reconnaît pas. Moi aussi, je pensais la même chose. Jusqu'à ce que je découvre une interview de Yaakov Rapkin par l'agence Info Libre, où il disait l'un des meilleurs exemples de ce contrôle des médias, c'est donc concernant l'Iran. Vous aviez écrit un article dans la revue de Pascal Boniface à propos de la fameuse soi-disant menace de Ahmadinejad qui aurait appelé à rayer Israël de la carte. Donc dans votre article, vous expliquez que c'était tout simplement faux. Et pourtant, ça a été propagé. Oui, à mon avis, c'est un très bel exemple de la force de manipulation de médias. Si les gens sont suffisamment motivés et suffisamment courageux, ils peuvent vraiment atteindre des résultats remarquables.
l'affaire de la menace iranienne et de cette histoire de rayer Israël de la carte, la revue internationale et stratégique publiée ici à Paris, les gens peuvent le feuilleter, regarder. Je documente comment cela a été fait. Et ce qui m'a étonné par ailleurs, que quelques mois après la publication de mon article, le ministre des Affaires étrangères de la France a dit voilà, Iran avec ça. Et j'ai écrit à l'éditeur de la revue, est-ce qu'à Quai d'Orsay on ne lit pas votre revue? Il dit si, on le lit, mais ça c'est un mantra qu'il faut répéter. Yakov Rabkin est historien canadien juif d'origine russe. Vous trouverez son article sur Internet, dont j'ai choisi certains passages. L'article propose de retracer les origines de ces accusations sans pour autant discuter de la personne du président iranien ni encore moins de ses intentions. Cet article ne traite donc pas de la politique étrangère de l'Iran, mais plutôt de quelques particularités du discours occidental sur l'Iran. Or, si M. Ahmadinejad avait été antisémite, n'aurait-il pas commencé par harceler les juifs de son pays avant de défier la superpuissance de la région dotée de l'arme nucléaire? Cet article ne traite donc pas de la politique étrangère de l'Iran, mais plutôt de quelques particularités du discours occidental sur l'Iran. Le Monde, daté du 27 octobre 2005, annonce que le président iranien a déclaré qu'Israël doit être rayé de la carte. Or, les experts s'entendent pour dire que le président iranien, lors de son discours, n'a prononcé ni le mot rayé, ni le mot carte. Plutôt, Israël doit disparaître de la page du temps. Même si le journal s'est rétracté le lendemain, c'est la première nouvelle, source d'effroi si elle avait été vraie, qui reste dans la mémoire, plutôt que le rectificatif du journal. Même si Israël possède des centaines d'armes nucléaires, alors que l'Iran, contrairement à Israël, a signé le traité de non-prolifération nucléaire. Apparemment, certaines personnes ne sont pas au courant qu'Israël possède des armes nucléaires, même lui. Ça veut dire quoi la prolifération nucléaire? Ça voulait dire que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite, Israël, d'autres pays voudraient également accéder à l'arme nucléaire. Et ce serait un risque pour la planète tout entière. Donc, il fallait empêcher que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Et là, l'Iran vient d'accepter de réduire ses capacités, ses centrifugeuses. Deuxième intérêt, deuxième objectif, il fallait que nous puissions vérifier, parce que c'est trop simple. On dit, bon là, je renonce, mais vous ne pouvez pas rentrer sur mon territoire pour vérifier. Il y aura donc des vérifications qui seront faites. Beating for another war, say a war with Iran. I wouldn't say that the media are beating the drums for war yet, although they are showing the same credulousness, the same obsequiousness towards the powerful as they did in advance of the Iraq War. I'm not sure it's to the point that they're beating the drums for war yet, but when the elites decide it's time to go, I would be surprised if they did anything but. You've mentioned already Iran. Yeah. And there is an enormous choice to be made about Iran, a more developed, more formidable, more populous, and certainly better armed country than Saddam's Iraq ever was. Are you actually saying that we should threaten them militarily if they are determined to develop nuclear weapons? I am saying that I think it is wholly unacceptable for Iran to have nuclear weapons capability. But what can we do about it? And I think we've got to be prepared to confront them. Militarily? If necessarily Militarily? If necessarily militarily. I think there is no alternative to that. If they continue to develop nuclear weapons, then they need to get that message loud and clear. Does this sound familiar? There is as much evidence that Iran is building nuclear weapons as there was that Iraq had weapons of mass destruction, as claimed by Tony Blair. Je vous propose de regarder sur Internet l'interview de Tony Blair par CNN. Je n'ai pas pu reproduire la vidéo à cause des droits. Il dit que les renseignements reçus par rapport aux armes de destruction massive étaient faux. Bien sûr, quand on fait une erreur comme ça, on n'est pas poursuivi. Pour résumer, ne pas reconnaître ou ne pas signer un traité de paix avec un État ne signifie pas forcément vouloir le détruire. Peut-être qu'ils veulent plus de justice pour les Palestiniens. Car, quand on voit ce qui reste de la Palestine, on comprend mieux, même avec des cartes.
These were to be the borders of Israel and Palestine when Israel was founded in 1948. And this is what's left of Palestine today, fragmented and dislocated by a military occupation that defies international law and is backed by one of the world's most sophisticated propaganda machines. This is Palestinian cameraman Imad Ghanin being shot repeatedly by Israeli soldiers. The killing of non-Western journalists is rarely news. Imad Ghanin was 21 and lost both his legs. Je vous propose quelques sites d'information et quelques documentaires.